Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle émission de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller à la rencontre de Julie Douara. Salut Julie. Bonjour Sébastien. Bon, ça va depuis notre match de basket? Ça va très très bien. Je me régale en plus en ce moment avec les Jeux Olympiques, donc on est toujours dans le sport depuis notre rencontre. Ouais, c'est clair, on se régale bien. Et le basket, ils sont pas. Le basket sous l'ère Tony Parker était un peu meilleur, j'ai l'impression quand même. L'équipe masculine est un peu en deçà de ce qu'on attendait avec les stars en individuel qu'on peut avoir. L'équipe féminine se défend bien et le basket x3. Hier soir, ils ont été qualifiés contre la Serbie. Exceptionnel. Ouais, c'est dur. D'ailleurs, je trouve que c'est le basket à 3, j'aime plus que le basket. Je sais pas, c'est différent, mais j'aime bien, c'est sympa. C'est plus urbain, c'est plus rythmé, c'est le public prend plus part, ça se joue plus vite puisqu'il y a moins de joueurs, donc les prises de décision et les actions sont ultra rapides et c'est un régal. Ouais, c'est vrai qu'on se régale avec ces jeux, ça fait du bien, ça a fermé un peu la page des législatives et de toutes les infos qu'on mangeait à longueur de journée sur les uns les autres et tout ça. Le sport là, ça fait vraiment du bien là, ça nous permet de nous aérer un peu l'esprit. Et ça fait du bien. Et puis de toutes ces médailles là, c'était chouette. Je sais pas si t'aimes le tennis, mais hier j'ai regardé la finale de Djoko contre Alcaraz. Waouh, quel niveau, un truc de fou quoi. Ça jouait bien. Je me suis régalé quoi. J'arrivais pas à décoller tellement ça jouait bien. C'est le problème. Voilà. Pas à décoller. Il y a énormément d'épreuves. Après, il y a des sports qui sont plus connus par les Français, mais l'avantage aussi des JO, c'est qu'on en découvre d'autres. Bon, bien évidemment, la natation, moi, je me régale. C'était mon sport quand j'étais enfant. Le basket, j'adore. L'escrime, super. Le judo, exceptionnel. Mais moi, j'avoue que mon petit coup de cœur, c'est tout ce qui touche au cyclisme là actuellement. Le BMX, je les ai trouvés excellent. top. VTT, extraordinaire. Ce matin, je regardais du badminton. Ça va vite. Enfin, ça nous fait du bien. T'as raison. Je pense que c'était le bon moment. Et comme en plus ça se passe bien et sur le fond et sur la forme, c'est plutôt sympa. C'est un été bien. Exactement. De quoi nous mettre de bonne humeur pour faire un super podcast. Alors Julie, est-ce que tu pourrais un peu te présenter auprès de des auditeurs et des auditrices
podcast Parlons de votre mental. Moi, je m'appelle Julie. Je suis aujourd'hui à la tête d'une société qui, si je veux être la plus claire possible, fait du consulting auprès de grands dirigeants sur en fait la partie stratégique, la partie incarnation, communication, vision. C'est ce qu'on appelle à l'étranger du mentoring. C'est un niveau qui allie non seulement l'action, comme font les coachs, mais également une pensée beaucoup plus philosophique et très globale. Et c'est ce qui différencie en fait le coaching du mentoring. Ok. Bon, je sais que tu connais un peu le podcast et comme d'habitude, je vais commencer par un court petit portrait chinois. Ça nous servira de warm-up et puis après on reviendra un peu sur ton parcours, on parlera de mental et puis de différentes thématiques en lien avec du coup avec le mental et puis je te laisserai clôturer le podcast par quelque chose qui te tient à cœur. Donc je te laisse déjà l'info, comme ça te permettra d'y réfléchir tout au long de notre podcast. Bien Quelque chose sûr. qui te tient à cœur de partager pour clôturer à la fin. C'est un petit mot. Pour une fois, souvent je le dis à la fin, mais là je vais le dire au début. On va voir si ça change quelque chose. N'oubliez pas, pour ceux qui écoutent et voilà, qui apprécient le podcast, de laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur la plateforme qui vous sert d'écoute. Ça sert toujours en tout cas comme je dis, c'est mon seul salaire. C'est mon salaire, c'est les étoiles là. Du coup, et c'est sympa, ça permet de donner encore plus de visibilité au podcast, à tous mes invités, que j'ai vraiment le plaisir à mettre en lumière pour les faire découvrir et pour mettre en lumière et en valeur les manières dont ils gèrent leur mental, leur carrière. Et c'est toujours intéressant de pouvoir s'en inspirer. Alors, on commence notre petit portrait chinois. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu et pourquoi? Le printemps. Le printemps parce que c'est la renaissance et moi je suis née à la limite de l'hiver et du printemps. Ce qui m'arrange bien, je suis du début mars. Alors le printemps c'est le 21 mars et c'est une saison où il fait pas trop chaud non plus, donc j'aime beaucoup. Moi je ne suis pas originaire du sud, donc j'ai un peu de mal avec la chaleur. Et ce que j'aime particulièrement, c'est de voir la nature se réveiller, les insectes qui reviennent, les fleurs qui bourgeonnent. J'avoue que c'est une saison très chère à mon cœur. Bon, et puis il n'y a pas la canicule. Pour ceux qui sont Exactement. dans des régions où il fait très très chaud, quoi. Si tu étais une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Alors, je suis une non-couleur, je suis le noir. Tu es le noir. Mais Et le pourquoi le noir noir? parce que le noir en fait, ça permet finalement de sublimer le reste des éléments. Par exemple, sur un tableau, quand vous voyez quelqu'un habillé en noir, finalement, on se focalise sur le visage de la personne qu'on a en face de soi. Quand on a des couleurs très très punchy, on est plus attiré par de la couleur. Le noir, pour moi, amène du contraste. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu passionné de peinture, on a un artiste quand même qui a dédié toute sa carrière au contraste du noir, qui est Monsieur Soulages, qui malheureusement est décédé il y a très très peu de temps. Je trouve que finalement, on se focalise beaucoup plus vers qui est entouré de noir ou habillé de noir qu'avec d'autres couleurs. Si tu étais un élément architectural français, lequel serais-tu et pourquoi? Voilà, un élément architectural. Ouais, en plus, toi, tu es la poule d'immobilier, donc... Oui, mais c'est justement la problématique, ça. Je dirais le belvédère des buttes Chaumont, qui est un point pour voir tout Paris qui est magnifique, qui est moins fréquenté que Montmartre, qui mérite d'être découvert. Et j'ai toujours aimé finalement les lieux en hauteur dans l'architecture. Et j'ai même décliné ça dans la majorité des appartements que j'ai occupés, puisque j'ai souvent habité les derniers étages. Si tu étais une chanson, quelle chanson serais-tu et pourquoi celle-là? Ah ben, ma chanson préférée, Message personnel, écrite par Michel Berger pour Françoise Hardy. Tout d'abord parce que Michel Berger, c'était un des rares chanteurs que moi j'écoutais quand j'étais à l'étranger enfant, en langue française. Et puis, c'est une chanson qui s'adresse directement à une autre personne et qui parle de sentiments.
Et je trouve que ce travail commun qu'ils ont fait, les Français la connaissent plus chantée par Françoise Hardy, mais ils l'ont faite en duo et il l'a reprise sur certains de ses albums. Et il y a une sensibilité dans cette chanson que je retrouve très rarement dans d'autres chansons. Et elle touche à mon enfance, donc voilà. Allez, petite dernière. Si tu étais un proverbe ou une citation, lequel serais-tu et Tout ce qui pourquoi ne tue celui-là? pas me rend plus fort. Parce que je l'ai entendu très très jeune également. Mon père l'utilisait souvent. Et c'est quelque chose qui s'est avéré vrai dans la vie de tous les jours et en grandissant. Et moi, j'ai un rapport à la mort qui est assez particulier puisque j'ai perdu un de mes parents très très jeune. Et c'est vrai que finalement, on se noie dans des verres d'eau pour pas grand-chose. Il faut vivre. Il faut vivre tant qu'on en a le temps. Exactement. Je pourrais pas te dire le contraire. Moi, j'ai vécu plus tard le décès de ma maman, mais c'est vrai que ça fait réfléchir quand on perd un de ses parents. Ça amène une profonde réflexion sur la vie et sur les choses importantes. Ça priorise. Ouais, c'est sûr. Ça fait beaucoup réfléchir. Bon, c'est un choc déjà, mais ça, après voilà, ça nous chamboule dans toutes nos cellules, j'ai envie de dire. C'est vrai. On va revenir, bon, on a fini ce petit portrait chinois, il était court, mais c'était quelques questions pour nous mettre en appétit. On va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'inspire? Alors, dans le parcours professionnel, moi, j'ai parti du postulat adolescente que en fait, on pouvait avoir beaucoup de passion. Et je fais partie de cette génération à laquelle on disait, bah, tu choisis un sujet et tu t'y tiens toute ta vie et tu fais le même métier. Et moi, j'avais pas du tout été élevée comme ça. Donc, à chaque fois que j'ai voulu tenter quelque chose, je suis allée le tenter pour pas avoir de regrets. Et j'ai commencé ma carrière finalement par des études d'histoire, géographie, sociologie, démographie. J'avais en tête, après le bac, de tenter l'école du Louvre pour être archéologue. Et puis, je me suis aperçue que finalement, c'était trop long. Donc ça, c'était une de mes premières passions, en fait, l'égyptologie. Et j'avais une autre passion qui était la mode, et je passe un concours pour intégrer des écoles de mode à Paris que j'ai. Et là, pendant 5 ans, j'ai exercé dans le maquillage artistique, puis après la direction artistique pour des grands noms de la haute couture en France et à l'étranger. À un moment donné, et c'est plutôt très très bien tombé, j'avais une problématique éthique avec le milieu, c'est-à-dire que comme dans beaucoup de milieux, si ce n'est la majorité des milieux, il y a l'image qui est donnée et il y a ce qui se passe véritablement dans ces milieux. Et j'étais une toute jeune femme et moi j'avais un sujet sur la façon dont ça se passait, dont les mannequins étaient traités. Et il s'avère que je me sépare de la personne à laquelle j'étais à cette époque-là. Et il faut que je retrouve un métier plus académique, on va dire ça comme ça, en tout cas dans l'esprit français, le CDI, pour pouvoir louer un appartement. Atterri dans le logement social. Donc on peut se dire comme ça, à brûle-pourpoint, que ça n'a rien à voir avec mes études, bien que sociologie, démographie, aménagement du territoire, j'avais quand même déjà quelques notions. Et là, ça a été une vraie révélation. Et finalement, moi, ça fait aujourd'hui presque une vingtaine d'années que finalement, je tourne autour du sujet en passant d'un immobilier à un autre, en mentorant des grands patrons, en ayant eu des postes de vice-présidente dans certains groupes. Et finalement, aujourd'hui, moi, ma vraie mission, elle pourrait finalement s'expliquer en 3 mots, c'est logement, habitat, immobilier. Dans la clientèle que j'ai majoritairement, sur le dernier moment de ma vie professionnelle, quand j'ai monté cette société, elle était à la base pour ces personnalités de ces secteurs. Et puis, chemin faisant, des personnalités d'autres milieux sont venues me demander des conseils et ont décidé de venir travailler avec moi sur différents sujets parce que le parcours, en fait, en tout cas, ce que je pouvais en dire, soit dans des émissions, soit dans des podcasts, soit à la radio, ça avait fait tilt pour eux sur la façon dont je communiquais les choses ou retrouver
finalement dans un parcours qui est ce qu'on appelle en France atypique. Moi, j'appelle pas ça un parcours atypique, j'appelle ça un parcours avec différentes expériences. Donc voilà où j'en suis moi aujourd'hui. Peut-être que ça t'inspire du coup alors, si tu regardes un peu dans le rétro, là, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as réalisé. Que je me suis beaucoup amusée et que je continue à beaucoup m'amuser. Il y a eu un moment dans cette carrière où il y a eu un prix international auquel moi j'avais pas concouru en plus. J'ai pris ça un peu comme une chape de plomb parce que les gens ont commencé à me regarder d'une manière beaucoup plus cloisonnée en se disant mais elle est à ce niveau-là donc elle est pas pour nous. Et moi j'ai tendance à dire que oui c'est très très bien les prix et que de toute façon je restais une challengeuse. Moi je l'ai toujours été, que ce soit dans ma vie perso, que ce soit dans ma vie pro. Que finalement moi ce que j'aimerais que les gens en gardent de toute cette période, si ça devait s'arrêter du jour au lendemain pour X ou Y raison, c'est que je l'ai fait par amour de mon secteur, par amour des gens avec qui je bossais, que je m'amuse beaucoup, que j'ai plaisir à travailler avec des gens du secteur ou d'autres secteurs parce que j'apprends et je regrette pas du tout mes choix. Okay. Si je te dis rendre possible l'impossible au regard de ton parcours, est-ce que cette phrase, elle te parle? Alors moi, j'ai été élevée, j'ai fait exprès de vous parler de mon père au tout début. Le mot impossible, ça rentrait pas dans son vocabulaire. Moi, j'ai été élevée par des parents qui, d'une, ne m'ont jamais bridée intellectuellement, et de deux, toujours conditionnée. Quand j'avais une idée, fallait que je la fasse. Donc pour moi, le mot impossible, ça ne rentre pas du tout dans mon vocabulaire. Et depuis toute petite. Hein. Du coup, tout au long de ton parcours, je t'ai tout rendu possible. Exactement. Et puis si j'y arrive pas du premier coup, eh ben je me remets en selle et c'est très bien et j'optimise et j'apprends à chaque fois. Et ça, c'est aussi pour que vous ayez vraiment toutes les informations. Moi, j'ai pas commencé ma première partie de vie n'était pas en France. Donc je suis allée dans des endroits où les cours étaient complètement différents et où des profs me disaient dès la maternelle, tu peux tout faire. Et c'est quand je suis rentrée en France que ça a été compliqué parce que je comprenais pas pourquoi on me disait tu ne peux faire que ça à 7 ans. J'avais beaucoup de mal moi avec ça. Ok, c'est intéressant en tout cas les différentes approches un petit peu en tout cas je sais pas comment dire ça, mais de l'avenir ou des rêves qu'on peut se donner. C'est vrai que si on autorise les enfants à rêver dès le plus jeune âge en leur disant que c'est possible, c'est sûr que ils auront plus de chances en tout cas d'y aller que si on leur dit laisse tomber, c'est pas pour toi, personne n'est arrivé avant toi dans la famille ou un truc comme ça. Oui, c'est vrai que par exemple si on prend ma première partie de carrière dans la mode, en échangeant avec ma maman, c'est vrai que ça a été un tollé dans ma famille. Oncles, tantes, grands-parents, ils comprenaient pas qu'elle me laisse faire. Et la réponse a été la suivante, c'est que vous avez choisi pour nous, et nous, ses parents, car moi, je suis celle qui reste, on ne les empêchera pas de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, si elles le tentent pas, ça va devenir quelqu'un de frustré. Je préfère qu'elle parte, qu'elle le tente, qu'elle réussisse ou qu'elle réussisse pas, mais au moins qu'elle n'ait pas cette frustration de ne pas l'avoir. On va aborder la thématique du mental, qui est du coup la thématique principale de ce podcast. Si toi, tu devais définir le mot mental, qu'on entend régulièrement à toutes les sauces, et on l'entend encore plus là pendant les Jeux Olympiques, on en parle beaucoup, et ce qui est chouette, parce que du coup, on met un petit peu en avant le fait que le mental, c'est important, que les athlètes sont accompagnés mentalement en tout cas tout au long de leurs années de préparation olympique pour être performants, et que ça fait partie en tout cas des déterminants de la performance, le mental. Toi, comment tu vois ce mot-là et comment tu le définirais dans ta vie et puis dans ta vie professionnelle? Tu as raison de revenir sur ce qui se passe actuellement. Moi, j'ai une vraie problématique avec la France depuis des années. C'est qu'on utilise le mot mindset comme on utilise le mot mouchoir ou d'autres. C'est-à-dire que les gens ne savent pas véritablement à quoi ça correspond. Et la traduction de mindset vers mental, là aussi, il y a quand même des petits points de divergence. Et déjà, ne serait-ce que d'un point de vue linguistique. Pour moi, le mental, en fait, et je suis ravie de voir également de l'accompagnement mental pour les sportifs, ça peut s'articuler sur différentes choses.
Il y a la partie très vision, une autre qui est plus axée vers la stratégie, et la dernière qui est, à mon sens, tout aussi importante, et on le voit en plus des coachs mentaux, ce sont les psychologues, c'est ce qu'on appelle finalement le coaching émotionnel. Donc pour moi, le mental, c'est la juste distribution entre finalement ces trois types d'accompagnement. C'est pour que quelqu'un soit hyper performant, faut pas oublier que le cerveau, c'est un muscle comme un autre. Et ça, on a tendance à l'oublier. Or, votre cerveau, il va choper de la connaissance, c'est un disque dur, mais il va pas attraper que des données qui sont statiques. Donc, pour moi, le mental, aujourd'hui, c'est vraiment l'équilibre parfait de ce mélange de la vision, la stratégie, avec bien évidemment, après ces deux moments-là, la mise en action et l'émotionnel. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que toi tu mets en place pour toi pour te préparer mentalement, alors soit au quotidien dans ta vie, soit par des rituels, soit pour, je sais pas moi, préparer des événements auxquels tu participes. Qu'est-ce qui fonctionne chez toi? Qu'est-ce que tu mets en œuvre? Moi, je prends beaucoup de temps avant, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir énormément d'informations pour pouvoir visualiser. Là, en ce moment, je prépare différents événements qui auront lieu entre octobre et janvier sur la fin de l'année, début d'année prochaine. Je suis déjà en train de les travailler depuis le mois de mai. Donc, c'est d'un point de vue vision, j'imagine les endroits, je sais quelles seront les équipes présentes. Donc ça, j'ai besoin du cadre. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur ce qui va être présenté et comment je vais le faire. Donc, je suis déjà en train d'imaginer la façon dont je vais m'habiller, dont je vais me mouvoir, mes questions, comment je vais valoriser les gens avec qui je vais le faire. Et puis, sur la partie émotionnelle, comme j'anticipe énormément, finalement, pour moi, j'appréhende ça comme une fête. C'est-à-dire que, comme beaucoup de personnes, et ça, c'est important, il faut toujours un petit peu de stress. C'est-à-dire que moi, je suis très inquiète quand je ne suis pas stressée. J'ai un coup de stress avant d'aller faire ce que je dois faire, c'est 5 minutes. Mais je sais que comme je suis ultra préparée, à part un cas de force majeure, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est quand je ne suis pas seule à être sur la réalisation et sur l'action, j'ai besoin de connaître les personnes avec lesquelles on va rendre ça possible. Donc, au lieu juste d'arriver le jour J et de dire salut, comment tu vas, il y a eu 2-3 fois où c'est soit des appels, c'est soit des visios, pour qu'il y ait une incarnation qui corresponde à ce que moi j'attends ou à ce que j'ai envie de donner. Et du coup, j'arrive toujours finalement assez détendue. Alors, dans les rituels, ça aussi je vais vous le donner, moi j'ai une grosse angoisse dans la vie. C'est le retard. Je suis petite fille de militaire des deux côtés. J'ai un vrai problème avec ça. C'est une vraie souffrance dans ma vie. Donc du coup, j'anticipe tous les déplacements. Si vous voulez que je sois pas bien, en fait, il faut que j'arrive avec 2 minutes de retard. Ça n'arrive pas. Dans mon mode de fonctionnement, pour être ultra performante, ultra bien dans ce que je peux donner, j'ai besoin d'avoir cette anticipation. C'est pareil dans mes déplacements. J'arrive toujours la veille parce que j'ai peur qu'il y ait une grève, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui fasse que je peux pas honorer les choses. Quand je suis invitée sur des podcasts, des émissions, j'ai toujours, je suis loguée avant, mais je me logue au dernier moment pour pas stresser l'autre. Mais moi, ça me rassure. Donc ça, c'est un vrai rituel depuis que je suis toute petite. Mais parce que j'entendais chez moi, si tu as mangé avant l'heure, c'est pas l'heure. Si tu as mangé après l'heure, c'est plus l'heure. Donc sois toujours extrêmement ponctuel. Militaire, mon père policier, donc c'est vrai que la ponctualité, c'est important. Enfin, quoi que des fois ça se discute, mais t'es pas toujours très ponctuel. Au revoir. Ok, bon, écoute, on a abordé un petit peu déjà le mot mental et qu'est-ce que toi tu mettais en place pour toi. J'aimerais aborder avec toi le mot confiance en soi. On entend beaucoup il faut avoir confiance en soi et également le droit à l'erreur et des échecs. C'est vraiment des mots qu'on entend souvent, en tout cas, que ce soit dans la presse, dans les médias. Est-ce que toi, tu as confiance? J'ai envie de te poser la question, c'est comment tu l'as construite? Est-ce que c'est quelque chose
que j'ai deux types de profils finalement dans le podcast. J'ai ceux qui finalement ont eu une éducation où finalement l'expérimentation et le laisser-faire des parents et l'encouragement leur a donné confiance dès le départ. Dès le départ, ils ont eu un peu ce modèle de tenter, oser, et puis peu importe si ça fonctionne pas, on recommence, on apprend. Puis j'ai d'autres modèles où finalement ça a été plus compliqué. Ils ont dû vraiment se dépasser pour construire une confiance au fur et à mesure finalement des aventures qu'ils ont connues, mais au départ c'était pas si simple que ça, quoi. T'es plutôt dans quel registre? Je pense que je suis dans le premier registre, mais pour la bonne et simple raison, c'est pareil, ça vient toujours de cet épisode dans cette école maternelle à l'autre bout du monde. Et en plus dans un pays en guerre. Donc le fait qu'on vous dise que les institutrices nous disent, mais justement on n'est pas dans un endroit paradis et vous pouvez vraiment tout faire et vous continuez et en fait le langage, enfin cette façon de penser était maintenue à la maison. Que part, je fais pas d'excès de confiance. C'est-à-dire que moi, je rencontre des gens et on en a tous dans notre entourage, on a l'impression qu'ils se lèvent, ils chantent la confiance. Et puis en échangeant ensemble, moi, je m'aperçois qu'ils ont moins confiance en eux que des personnes peut-être un peu plus modérées au premier abord. Ça, c'est de la façade. Après, dans cette façon de fonctionner que moi j'ai confiance parce que je peux pas m'en vouloir de pas avoir essayé les choses. Moi, j'ai basé ma confiance sur ça, et que ce soit dans les sports que j'ai pu pratiquer, dans les choses que j'ai tentées. Moi, je t'avais raconté l'épisode avec cette championne olympique que j'avais vu à la télé et que j'avais souhaité avoir comme coach de natation à son retour de Séoul. Et ben, je me suis inscrite sans demander à mes parents. J'avais 7 ans, mais parce que je veux pas dans le modèle que mes parents avaient mis en place plus l'école, j'ai pas envie et peut-être que je pressentais que des choses plus graves allaient arriver plus tard. J'avais pas envie déjà de passer à côté de ma vie. Donc dans ma confiance, j'ai un cercle restreint. J'ai les mêmes amis depuis toujours. Je suis proche de ce que j'appelle moi mes fondamentaux dans ma famille. Et après, je fais de très belles rencontres autour. Il y a pas de problème. Mais il y a quand même là aussi une hygiène, je dirais, de la confiance. Je me suis faite avoir comme tout le monde. Donc là aussi, on rassure tes auditeurs et tes auditrices. Hein, il faut se tromper de toute façon sur des individus. Mais comme j'étais très calibrée sur ce sujet-là par l'éducation que j'avais reçue, finalement, moi j'ai pris ça comme ça devait se passer comme ça. J'en tire quoi comme leçon? Donc ça n'a pas émoussé ma confiance en moi. Le départ est capital, du coup, finalement. En ce qui me concerne, après, moi j'ai des gens autour de moi qui ont confiance en elles et en eux, et qui à la base sont des gens extrêmement timides, et ça s'est pas construit pendant l'enfance. Moi je pense que la confiance, elle se construit par rapport déjà à la vision qu'on a intrinsèquement du monde, d'une manière personnelle, et des rencontres qui vont rythmer et qui vont nous donner confiance dans nos vies personnelles et professionnelles. Je vous parlais de mentorat tout à l'heure. En France, c'est comme le mental, c'est quelque chose qu'on a du mal à très très bien définir. Mais finalement, quand je regarde autour de moi les personnes qui sont épanouies, qui ont confiance en elles avant, ne serait-ce la réussite, hein, parce que ça va avec. Hein. La confiance, c'est un ingrédient de réussite quand même. Hein. Eh ben, ils partaient pas tous avec les mêmes prérequis. Il y en a certains ou certaines pour lesquels c'est arrivé à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans. Par contre, ils ont toujours su être extrêmement bien entourés, et par des personnes qui leur voulaient du bien. Je pense que la confiance en soi, ça vient aussi du regard que l'autre porte sur nous. Si je te veux du bien, tu feras du bien et tu feras du bon et tu feras de l'efficace et du parfait. À l'entourage, c'est capital, hein, on le voit, hein, de toute façon. Alors moi, comme tu sais, je suis plus du monde de l'univers du sport, mais on se rend compte que tous les athlètes qui sont bien entourés, en général, ils sont performants, hein, et qui sont pas très bien entourés, et où les gens sont plus là pour profiter un peu de leur talent et finalement du succès qu'ils ont à l'instant T. En général, malheureusement, ils ont toujours des contre-performances ou ils sont moins réguliers. La régularité, elle vient aussi avec ça.
C'est-à-dire que comme c'est toujours les mêmes personnes autour de toi, donc des personnes qui ont confiance en toi, qui t'aiment profondément, qui ont envie que tu y arrives et qui te demandent pas forcément quelque chose en retour. Finalement, ça fait comme une espèce de petit cocon et qui n'empêche qu'on peut être super ouvert sur le monde et sur les autres. Moi, j'ai beaucoup de monde autour de moi. Par contre, dans les avis que je vais demander, c'est sur les doigts d'une seule main. Et finalement, il y a que leur avis qui peuvent conditionner finalement un changement de direction de ma part, une interrogation, une validation. Et même si ça parle beaucoup autour, je sais qu'ils m'ont amené là où j'avais envie d'arriver. Donc, c'était d'abord mon envie à moi, pas la leur. Et je vais aller encore plus loin, mais je change pas une équipe qui gagne. Ouais, c'est important. C'est hyper important. Je voulais revenir aussi sur, du coup, le droit à l'erreur. Comment tu te situes par rapport à ça? Enfin, j'ai déjà mon idée, mais on parle souvent en France d'échec. Bon, alors moi, c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire. On parle du droit à l'erreur aussi. C'est pas, de tromper. c'est une étape. C'est pas un échec. Là, je vais aller plus du côté anglo-saxon où ça, c'est ma deuxième partie de vie où moi j'ai travaillé pour les États-Unis, mais j'y vais depuis que je suis adolescente et la langue que j'utilisais en France, c'était l'anglais. Je trouve que la langue française, elle est merveilleuse. Par contre, parfois, on utilise des mots qui ont une connotation qui est extrêmement négative pour des idées qui peuvent justement être extrêmement positives. Quand nous, on dit échec, les anglo-saxons, ils disent step, étape, ce qui est pas du tout la même chose. Et si vous n'avez pas eu des étapes, vous n'arriverez pas à atteindre le niveau le plus haut. C'est-à-dire que ce soit le sport, que ce soit les affaires, que ce soit dans vos vies personnelles, que ce soit dans tous les moments de vos vies. De toute façon, première chose moi que j'ai apprise dans le premier pays dans lequel j'ai vécu, qui est l'Irak, c'est que nous sommes mortels. Donc là-dessus, à nous de savoir si on a envie de s'appesantir sur ce que nous, Français, nous appelons échec, ce que les anglo-saxons appellent étape, ou est-ce qu'on va plus loin? Et oui, alors, il faut avoir ces étapes. Par contre, je n'aime pas du tout cette... en tout cas, non, cette sémantique ne m'impacte pas. Cette sémantique franco-française ne m'impacte pas. Je trouve que ces mots sont négatifs. Et par contre, si j'avais un bouquin à peut-être vous préconiser sur ce sujet et qui a conforté en fait ce que je pensais, et c'était écrit par un Français, j'avais besoin de le lire, c'est La vertu de l'échec du philosophe Pépin, qui est toujours vivant. Elle est fantastique. Ce bouquin est fantastique et il parle beaucoup de nos contemporains. Il y a du Serena Williams, il y a du Napoléon, il y a des hommes politiques, il parle beaucoup des sportifs. Et dans ce livre, ce que je viens de vous dire en l'espace de peut-être 40, il le duplique sur 150 pages. C'est une référence, on l'utilise dans les écoles de commerce, on l'utilise auprès des sportifs, moi je l'utilise dans les formations. Je veux que les gens lisent ça pour comprendre que l'échec, le mot est pas bon. C'est une étape. Et que des heures et des heures d'entraînement, et là je reviens, je te fais plaisir, on parle de Serena Williams parce qu'il en parle beaucoup. C'est pas arrivé comme ça. Donc, c'est pas dès la première balle qu'on réussit. Si j'ai envie de donner une image. C'est des heures et des heures d'entraînement, des heures et des heures de balles loupées. C'est pareil, vous êtes en gestion de projet, vous êtes sur 2 domaines, vous n'arrivez pas à être, je sais pas, Steve Jobs du premier coup, vous n'arrivez pas à être Edith Piaf du premier coup. Elle a appris à chanter, elle bosse. On prend l'exemple des JO, Céline Dion, elle revient là extraordinaire. C'est-à-dire que elle a travaillé sa voix toute sa vie et qu'elle a eu des échecs et que là ça fait 4 années où elle est pas bien. Moi, je vous invite à regarder le documentaire qu'il y a sur Céline Dion. Elle parle jamais d'échec, hein, alors que elle est malade comme un chien et on l'a vu en haut de la Tour Eiffel. Ça, c'est remarquable. Donc, c'était encore une étape, elle le dit. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Alors, j'aimerais aborder avec toi le regard des autres. C'est quelque chose aussi, quand on parle régulièrement, le regard des autres et comment ce regard il peut être inhibiteur chez certaines personnes, il peut être stimulant chez d'autres. Oui. Est-ce que toi, le regard des autres, ça t'a parfois posé un problème? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler pour t'en affranchir? Ou c'est quelque chose avec laquelle tu composes et t'avances avec? J'étais une adolescente très compliquée, pas bien dans ses baskets. Moi, je vais chez le psy comme d'autres vont chez des coiffeurs. Voilà, je vais le dire comme ça.
J'ai beaucoup souffert du regard des autres plus jeunes parce que j'étais dans aucune norme. Que ce soit mon histoire familiale, j'étais issue d'une famille monoparentale, il y en avait pas dans mon lycée. J'arrivais d'endroits que les gens ne connaissaient pas. Comme j'étais pas bien par rapport à ce qu'ils pensaient de moi ou ce qu'ils pouvaient dire, j'avais pris 60 kilos, donc physiquement j'étais pas dans la norme non plus, parce que je suis quand même très grande, donc j'ai eu une phase physique où ça m'impactait physiquement véritablement. J'avais pas les mêmes idées. Par contre, ce qui m'a profondément aidée, et là je pense que on en revient justement à l'importance de coachs mentaux, de psy, de tout ce staff qui est hyper important. Moi, mon coach mental, c'était ma mère. Et mon coach émotionnel, c'était un psy. Et résultat des cours, j'ai commencé à m'émanciper à la vingtaine, à me dire, mais finalement, ce regard que moi j'ai pu sentir pesant, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, parce qu'il y a aussi cette dynamique-là, c'est-à-dire que on en arrive à un stade et l'adolescence, on se construit. Et je pense que c'est le moment le plus compliqué dans la vie. Peut-être qu'il y a des gens finalement qui posaient pas ce regard-là. Moi, j'ai retrouvé des gens de cette période-là de ma vie, mais sur les dernières années. Donc, moi, j'ai 40 ans aujourd'hui, et je m'aperçois que j'avais une idée fausse de la façon dont il. Donc, il a fallu tout un travail comme ça, un environnement, encore une fois, de personnes qui me détricotaient finalement mes impressions et ma lecture du monde à ce moment-là, et surtout ma lecture des autres. Et aujourd'hui, le regard des autres, moi je trace. Ce qui m'importe finalement, c'est le regard des gens que j'aime, qui sont présents, qui me font du bien intellectuellement. Et les autres, j'ai envie de vous dire, ceux qui ont le temps de porter un jugement, de commenter des choses qu'ils maîtrisent même pas, c'est qu'en fait, ils ont du temps à perdre. Donc, faut pas s'arrêter là-dessus, on trace. Mais là, il aurait fallu 20 ans, tu vois. On peut pas vivre sans les autres, donc forcément, faut avoir aussi une manière de gérer, en tout cas, comme tu dis, cette vision qu'ont les autres sur soi, tout en sachant que parfois on interprète une Bien certaine sûr. vision des autres, mais qui n'est pas la leur, en fait, au final. Ah, moi, je me suis trompée sur des copains d'adolescence que j'ai retrouvés via LinkedIn cette année, et on a discuté parce que je les ai connus en plus au moment où mon père était en train de décéder. Et je changeais de région et je changeais de groupe. Je perdais mes amis pour me construire un nouveau groupe. Et il y a notamment une personne qui a été importante pour moi quand je suis arrivée dans la région d'origine de mes parents. Et j'étais perdue. Et ça m'a tenue, tu vois. J'ai 43 ans, j'ai ça en moi depuis l'âge de 9 ans quand même, quand ça s'est passé. J'étais persuadée qu'il m'avait fait des crasses pas possibles jusqu'en terminale, qui me détestait. Et en fait, pas du tout. Il m'a toujours aidé. Il me l'a démontré par A plus B en me rappelant des événements, en me disant, mais pas du tout. En fait, ce que tu savais pas, c'est que ça, machin, je t'ai jamais vu comme ça. Et là, ça a conforté finalement tout le travail d'accompagnement mental que moi, j'ai pu faire pendant des années. Et je pense que véritablement, si ma mère n'avait pas eu cette façon de penser, cette intelligence de beaucoup discuter, de m'obliger à aller voir des gens pour discuter de comment je voyais le monde, pourquoi je prenais les choses de cette manière-là, eh ben peut-être que je m'en serais pas aussi bien sortie. Mais j'aime aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que aujourd'hui, oui, il y a des choses, ou en tout cas cette période de ce moment de vie, j'aimerais qu'il n'ait jamais existé. Mais comme pratiquement tout le monde, il y a des moments moins heureux que d'autres. C'était important pour moi quand même de conforter ou de démontrer que j'avais tort en échangeant avec ces personnes que j'avais imaginées finalement ennemies, alors qu'elles l'étaient pas forcément tout. Alors, on va aborder deux aspects. L'aspect un peu de la psychologie positive, on en parle beaucoup, de la psychologie positive, et de la motivation. Sur le premier point, qu'est-ce que tu penses un peu de cette psychologie positive? Pareil, on en entend à toutes les sauces. C'est écrit un peu dans plein de magazines. Bon, sachant que on n'est pas positif tous les jours non plus, parce que on n'est pas linéaire, nos émotions sont fluctuantes en fonction de ce qu'on rencontre. Mais voilà, comment toi tu perçois ça un peu cette philosophie de la psychologie positive au quotidien?
Alors moi, j'appelle ça du marketing. J'appelle ça du marketing et comme tu viens de le dire juste avant, plus on grandit, plus on sait que chaque jour ne ressemble pas à celui qui vient de passer, ni à celui qui viendra. Et que un jour, on peut se lever en se disant ça va être une journée catastrophique et on passe la meilleure journée de sa vie et on est dans la réalisation. Comme on peut se lever un matin en se disant je vais bouffer le monde et rien ne va. Donc le truc, c'est juste, plus que de la pensée positive, moi je pense qu'il faudrait avoir ce que je visualise comme étant plus de la pensée juste. C'est-à-dire qu'on est toujours, nous, les êtres humains, dans des superlatifs. C'est soit négatif, c'est soit positif. On n'est pas modéré, alors que finalement, je pense que la régularité, la modération, par contre, ne pas perdre sa confiance, savoir se dire, OK, aujourd'hui, je me suis levée, il était 5 heures du matin, j'ai fait un super petit-déj. Si on est sportif, je suis allée courir, je suis allée nager, j'ai fait des tonnes de trucs. Derrière, j'ai une to-do list de 75 000 choses, j'ai tout réalisé, mais je suis pas satisfaite aujourd'hui. Malgré cette pensée positive. En fait, moi, je pense que il faut qu'on arrive finalement à savoir doser la chose. Être plus dans de la pensée juste, de se dire, oui, je suis capable de le faire. Je vais tout faire pour y arriver. Maintenant, il y a quand même un indicateur que j'ai pas, qui s'appelle l'inconnu. Donc, dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année, dans ma décennie. Si c'est trop linéaire, en fait, c'est qu'il y a un problème ou alors c'est que vous êtes béni des dieux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc la pensée positive, moi je sais que c'est très marketé. Faut se méfier aussi de ces courants, de ces termes. Faut aller plus loin. Faut pas lire que certains types de presse. En fait, faut l'appliquer à sa vie à soi d'abord. Et moi, j'ai le souvenir, dans la pensée positive, il y avait un bouquin qui avait fait un carton il y a quelques années qui s'appelait Le Secret. Il y a des gens qui l'ont appliqué à mort. Alors, il est très bien, le livre. Moi, je l'ai lu à plusieurs reprises. Je voulais comprendre. En fait, le gros du bouquin, c'est demande à l'univers, ça te donnera. Sur le papier, c'est super bien. Sauf que si on prend, ne serait-ce que pour les Français, 68 millions de Français, je pense que si on avait tous le bouquin, on aurait tous demandé à gagner l'euro million. Or, c'est pas le cas. Donc, ça a beau être super positif. Il y a aussi une partie de la vision, une partie du rêve, c'est important. Mais derrière, faut quand même activer des choses. Ben ouais, si on fait rien, c'est sûr que ça sera rien. Sur l'aspect motivation, est-ce que tu as des choses que toi tu utilises pour maintenir la motivation dans ton rêve, dans tes projets, qu'est-ce que tu mets en place? Moi, c'est très très simple. Alors, on en revient toujours au même événement. Hein. C'est-à-dire que je me dis, moi, je vis. Donc, j'ai pas le droit de me louper. Mon père est mort très jeune. Et quand j'ai un petit coup de mou, et ça arrive à tout le monde. Donc là, vous voyez, par exemple, en ce moment, puisqu'on se confie, on est entre nous, je travaille, je sors de réunion, je sors de podcast ou je sors d'une action pour le travail. Je vais voir les JO sur la télé. En fait, là, j'ai des journées de travail qui sont pas tout à fait celles que j'ai d'habitude. Mais derrière, il y a une chose que mon père avait pas eu le temps de m'apprendre, c'est la notion de plaisir. Ça, ma mère a réussi à me l'apprendre après. Et en fait, je m'aperçois que je suis beaucoup plus productive quand j'arrive à mettre du plaisir dans ce que je fais. Donc, dans ma motivation, moi, je me dis tous les jours, je peux pas me permettre de me plaindre parce qu'il y a plein de gens qui ont eu leur vie, qui se sont arrêtés beaucoup trop jeunes et une enfant gâtée. Je suis une enfant gâtée parce que je peux vivre. Ma motivation, elle vient de là. Souvent dans le sport, en fait, alors moi qui étais entraîneur, hein, on fait toujours attention, en fait, quand on s'occupe d'athlètes, quel que soit l'âge qu'ils ont, ou même si c'est pas des athlètes, hein, même si dans le sport amateur, toujours faire attention à la notion de prendre plaisir dans l'activité et aussi faire en sorte que l'athlète ou la personne dont on s'occupe ait le sentiment de progresser dans l'activité. Et c'est ça qui souvent maintient la motivation dans le temps. Faut pas s'embêter. Moi, je peux pas vous dire qu'en 20 ans, je me sois embêtée puisque, en fait, je peux aller sur des choses que je maîtrisais pas et j'apprends tous les jours. Et c'est ça aussi, ma notion de plaisir, elle vient de ça. C'est pourquoi, on peut se dire, mais pourquoi elle nous parle des JO? Pourquoi elle passe la moitié de sa journée devant les JO? Moi, hier soir, je dis, mais en fait, là, je viens de ressortir 20 notions que je vais pouvoir utiliser dans mon travail. J'apprends de ces sportifs. Pourtant, c'est pas des sportifs du sport que moi j'ai pratiqué.
et je me nourris depuis toujours de ce que je peux apprendre de l'autre. Et c'est comme ça aussi Ah que oui, ça me puis motive. après, les athlètes, c'est clair qu'ils ont ils ont des histoires incroyables. Quand on voit que, par exemple, à certains, il leur manquait, par exemple, que cette médaille d'or olympique, qu'ils avaient tout gagné avant, mais que cette médaille leur échappait depuis plusieurs Olympiades. Hein. Je pense par exemple, à Djoko qui court après cette médaille Extraordinaire hier. olympique depuis Il était longtemps. extraordinaire. Puis il y a eu aussi le champion français de BMX aussi. C'était la seule médaille Ouais. qui lui manquait. Je crois que sur les Olympiades d'avant, il avait glissé ou il avait joué de malchance. Voilà, en tout cas, du coup, il y a toujours des trucs assez incroyables, quoi. Alors, j'aimerais te parler de pression, de stress. Tu l'as déjà évoqué tout à l'heure un petit peu. Comment tu fais pour la gérer? Qu'est-ce que tu mets en place pour en faire une force, finalement? Alors, il y a différents types. Le stress et la pression, je les gère pas de la même manière. La pression, moi, je me la mets toute seule. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'on soit salarié ou indépendant, que ça vienne finalement du client ou du supérieur hiérarchique. Moi, je me suis toujours foutu la pression depuis l'adolescence. C'est-à-dire, je veux être la meilleure quand je commence quelque chose. Quand je suis dans un état comme ça, quand je suis sur des moments très importants pour moi, j'utilise le vide. C'est-à-dire que moi, j'ai cette capacité, vous êtes à côté de moi, mais je suis pas là. Il y a 5 minutes de vide. Avant chaque rentrée sur scène, je vais prendre un exemple d'un zénith sur lequel moi j'étais invitée. 1700 personnes. Le truc, c'est que les 5 minutes avant, faut pas me parler. Je suis vraiment dans une espèce de vide intergalactique. Je ne vois rien, je n'entends rien. Pourtant, j'étais entourée de ces gens. J'allais monter sur scène. Il y avait quand même du bruit. Mais je fais ça depuis toujours. J'arrive à me mettre dans une bulle. Et ça me vient d'une des activités que je faisais enfant et que j'ai fait jusqu'à mes 18 ans. Moi, j'étais une musicienne classique. Donc, je n'ai pas peur de la scène. La scène, quand on joue d'un instrument ou quand on parle, c'est pas du tout la même chose. J'ai appris aussi à la gérer différemment en me disant, des fois, on va très, très vite parce que y a un timing et qu'il y a une autre personne qui monte sur scène. C'est pas grave si on rip sur un mot. Le principal, c'est que l'idée, elle passe, c'est qu'on le fasse avec le sourire. On peut même en faire une blague avec le public. En fait, c'est utiliser finalement ce moment où on se trouve sous pression soi-même pour que ça devienne quelque chose que les gens trouvent facile. Et le stress, moi je stresse. Avant chaque émission, j'ai les genoux qui claquent sur les plateaux. Alors que j'ai travaillé ma copie, j'ai toujours 5 à 10 fiches devant moi. Je vais sur des sujets que les journalistes m'ont pas forcément demandé. Enfin, je les prépare. Hein. Mais ça, c'est un petit shoot d'adrénaline. C'est pas comme la pression. La pression, hein, elle peut durer sur un certain temps. C'est-à-dire que quand je prépare des grosses choses, je la sens monter progressivement. Alors que le stress, pour moi, c'est quelque chose de très fugace. Et quand je suis comme ça, finalement, le stress, c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup marcher avant des événements ou avant des interviews importantes. Donc là, c'est 5-10 minutes à me sortir tout ce que je peux avoir comme autre information cérébralement parlant. Et pareil, j'ai une autre chose pour gérer la pression et le stress, c'est que je ne travaille jamais plus de 40 minutes d'affilée quand je suis sur la production. Alors pourquoi je vous dis ça? Moi, il y a 12 ans, j'ai été agressée dans le métro et c'est mon cerveau qui a pris. C'est pour ça que je me suis beaucoup penchée sur cette histoire de cerveau. Et il y a eu 3 années très compliquées, dont une où je suis restée complètement au lit parce que ça ne marchait pas. Donc j'ai une valve cérébrale, j'ai un tuyau, ça se voit pas quand vous me rencontrez. Et en fait, j'ai beaucoup posé de questions aux neurologues et aux neurochirurgiens qui me suivaient. Comment marche le cerveau? Comment je fais pour pas perdre la mémoire? Comment je fais pour que mon muscle cerveau soit nickel chrome? Comment je gère les stress? Comment je gère les pressions? Parce que souvent, quand on a de la pression ou du stress, des fois, on peut avoir mal à la tête aussi. Donc, moi, j'ai investigué là-dessus et ils m'ont tous et toutes répondu. En fait, ton cerveau, faut que t'en prennes soin, comme les autres muscles. Donc, par exemple, ne travaille pas d'affilée plus de 40 minutes. Au bout de 40 minutes, tu fais une pause. Et je leur avais posé la question à l'époque, pourquoi 40 minutes? Et là, la réponse, elle est amusante. Ils me disent, en fait,
Il y a que les enfants qui peuvent travailler 45 minutes non-stop en maternelle. Plus on vieillit, si tu as bien entraîné ton cerveau enfant, tu pourras les tenir les 40 minutes. Mais à ça, aujourd'hui, on rajoute les zappers, les écrans. En fait, la concentration permet de gérer pression et stress. Moi, je suis quelqu'un de très concentré quand j'ai des échéances, en fait. Mais concentré, ça commence des semaines avant. Ça se voit sur des petites choses au quotidien. Et les gens qui me connaissent bien, qui me croisent à ces moments-là, arrivent à définir si oui ou non je suis en préparation d'un truc, parce que à un moment donné, je décroche parce que je suis sans arrêt à penser à cette chose-là. Et justement, pour optimiser ta concentration, tu fais comment? Le silence. En fait, je vous disais, je suis souvent, il y a souvent beaucoup de monde autour. Dès l'enfance, moi, j'ai été quelqu'un de solitaire, c'est-à-dire que tout le monde pense. Et là, ça me fait toujours beaucoup sourire. Je suis quelqu'un de très sociable, que j'aime la foule. Alors, j'aime les gens, mais je reste quelqu'un de profondément solitaire. Et pour être la plus optimale dans ce que je peux livrer, ou quand je rencontre des gens pour être avec eux à 100%, moi j'ai besoin de vivre dans une petite bulle de silence quand je rentre chez moi. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Par exemple, moi, mon portable est tout le temps silencieux, mais depuis 10 ans. Alors, je réponds aux gens, je regarde 3 fois dans la journée, pas plus. Je veux pas qu'il y ait trop de bruit. Je n'arrive pas à travailler avec la télé. Je n'arrive pas à travailler dans des zones où, en fait, le sonore va prendre le pas sur mon cerveau. Donc Ton souvent, attention, vous en me fait, voyez. Oui, je fais très attention à cette notion de je suis focus sur une chose, je suis concentrée sur une seule chose, mais ma concentration, pour qu'elle soit optimale, il faut aussi que j'apporte des ingrédients ou des détails autour qui font que là, je vais être en capacité de lui donner toutes les clés pour qu'elle me permette de produire au mieux. Donc pour moi, le silence, à part peut-être les ronflements de mon chat de temps en temps, il y a pas de bruit. J'ai vraiment des phases comme ça. Là, je produis beaucoup en ce moment à l'écrit. Faut pas qu'il y ait un bruit à la maison, en fait. C'est vraiment très important pour moi. Je me mets dans un éclairage pas trop fort, pareil. Je le dis, je suis pas disponible. Quand je vois que ça va être plus compliqué à gérer, je me mets carrément en mode avion parce que je ne peux pas produire en étant et personne ne peut le faire. Et ça, faut que vous l'autorisez si vous voulez vraiment avoir un mental d'acier et réussir et performer dans tout ce que vous avez envie de faire. Faut savoir dire stop et cloisonner le truc et protéger votre cerveau et votre concentration. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose. C'est même plus que du rituel, quoi. Ça pour moi, c'est vital. J'ai une petite dernière pour toi qui va aborder la thématique de la détermination. Donc, détermination qu'on voit notamment aux Jeux Olympiques, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils sont déterminés et qu'ils ont rien lâché. Et Ouais. on entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que toi, tu en pensais de cette phrase. Moi, je pense qu'il faut savoir lâcher, justement. Il y a des moments d'extrême tension. Il y a différents types de détermination. Il y a je suis déterminée, c'est le projet de ma vie, ou c'est ça et pas autre chose. Mais quand on voit qu'on est arrivé à un palier et que il y a pas de solution, enfin que rien ne vous apparaît, que vous êtes trop dans le vague, dans le flou, faut lâcher prise un petit peu pour revenir plus fort, plus forte et pouvoir se reconcentrer et se remettre d'équerre pour que votre détermination ne soit pas abîmée. La détermination, pour moi, finalement, elle est plus fragile que n'est la confiance en soi. C'est t'as beau être déterminé, ça peut flancher. On le voit avec les sportifs. On va prendre l'exemple de notre Français qui était à l'épreuve des anneaux. Il est ultra déterminé. Hier soir, moi, je l'ai vu dans une émission très tardivement. Il avait les larmes aux yeux. Par contre, il a rien lâché. Hein. Et ben, la première chose qu'il a dit, c'est je vais d'abord me reposer, penser à autre chose et je vais revenir plus fort et je vais revenir à l'entraînement. Donc de temps en temps, je vous dis pas faites la moitié de la semaine en détente, c'est pas ça. Hein. C'est si vous sentez que vous arrivez à un point où vous produisez pas, ça se décante pas, ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut pas dire que votre détermination elle est pas bonne non plus. C'est juste que
moi je m'en aperçois aussi également. Là en ce moment, j'ai un peu lâché. Ça fait 3 ans que je prends pas de vacances, j'ai un peu lâché là. Il y a des jours où je travaille un petit peu moins. Merci au JO. J'ai jamais été autant sollicitée. Je signe des contrats comme ça. La détermination, elle est la même. C'est juste que les gens m'ont senti plus détendue, plus accessible, et ils viennent chercher des choses que j'ai créées les mois précédents. Alors pour moi, j'étais déjà sur autre chose. Donc faut savoir aussi, passez pas, par exemple, à côté de moments sympas en famille, des choses qui sont pas récupérables, sous prétexte que vous êtes hyper déter. Moi, je travaille en ce moment avec différentes personnes mentorées, et tu vois, il y a cette question très très travail. Mais là, je suis en train de leur dire attention. C'est moi, je veux que tu arrêtes tel jour. Je veux que tu passes du temps avec ta famille. Il faut que tu arrives aussi à avoir un équilibre là-dessus. Et tu vas voir que ta détermination, tu vas revenir encore plus boostée parce que tu auras passé du temps avec les personnes que tu aimes et que tu vas vouloir faire encore mieux. Ok, mais écoute, Julie, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Et puis Merci à vous. Avant de clôturer, comme je t'avais dit, le mot de la fin te revient avec un message qui tient à cœur de partager avec mes auditeurs et mes auditrices pour venir finir cet épisode. Moi, je vous dirais partager. Je trouve que l'épisode qu'on vit actuellement et qui était nécessaire démontre que la cohésion, ça fait de grandes choses. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas retrouvé. Alors, on les retrouve dans les stades, on les retrouve quand on va voir les matchs. Le sport arrive à garder ça. Là, on a une séquence qui est très, très sympathique humainement pour tout le monde. C'est pareil dans le travail. Il faut que ça tienne. Il ne faut pas que ça s'arrête après les JO. C'est sûr. Il faut te garder en tête que la cohésion fait la force. Exactement. Ça fait de grandes choses. Ça démultiplie les grandes choses. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Voilà, les auditeurs, les auditrices, j'espère que vous aurez apprécié en tout cas ce moment d'échange et que vous pourrez essayer ou en tout cas certaines choses qui ont été évoquées. N'hésitez pas à aller du coup, comme je vous l'ai demandé gentiment, à aller mettre des avis, des commentaires. Ça aidera toujours à la diffusion du podcast et à sa visibilité. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.